Donc la pratique, ça va être l'attention portée sur les sensations tactiles au niveau des narines. Commencez par installer le corps dans son état naturel, qui est un état de tranquillité détendue, tranquillité de détente, et une attention vigilante et alerte. Vous obtenez cet état naturel pas en vous efforçant vers la relaxation, mais en vous libérant des tensions. Dès que vous trouvez de la tension dans votre corps, laissez votre souffle être attiré vers cela et libérez cela dans l'expire et dans l'espace. Essayez d'installer la parole dans son état naturel. Le silence sans effort. Et donc cet état naturel de la parole renvoie aussi au fait d'abandonner tout contrôle sur le souffle. Spécialement dans l'expire, n'expulsez pas l'air. Détendez simplement l'expansion de la poitrine qui a été générée par l'inspire. Donc chaque expire, c'est simplement un processus de détente. Établissez l'esprit dans son état naturel, qui est la conscience lumineuse, spacieuse, et qui est vous essayez de rester dans ce moment d'expérience du moment présent.
Maintenant, avec le pouvoir de l'intention, vous allez réduire le champ de votre attention, simplement dans le champ des sons. Les sons n'ont pas de possesseur. Vous pouvez simplement avoir une pleine attention à ce qui est entendu, sans une couche conceptuelle, sans définir ce que c'est. C'est simplement du son. Et avec l'intention, réduisez à nouveau le champ de votre attention et dirigez-le vers les sensations tactiles. Essayez de maintenir la même relation avec ces sensations du corps que vous avez fait avec les sons. Dans le ressenti, il n'y a que le ressenti. C'est un défi avec les sensations tactiles, parce qu'on a l'habitude de penser à cela comme étant mes sensations qui adviennent dans mon corps. Ces deux-là sont des couches conceptuelles. Donc essayez simplement d'être attentif à ces sensations. Maintenant, avec l'intention, réduisez le champ de votre attention à nouveau vers les sensations tactiles qui changent au fur et à mesure que votre souffle entre et sort de votre corps. Dès l'instant où vous avez ces sensations qui surviennent, laissez votre attention demeurer continuellement engagée avec le flot du souffle qui vient et qui va. Maintenant, utilisez le pouvoir de l'intention à nouveau pour donner une cible à votre attention. Dirigez votre attention vers vers ces sensations tactiles et simplement payez attention, prêtez attention
simplement sur l'abdomen en fait. Voilà, c'est sur l'abdomen de voir qu'il y a une contraction et un relâchement de l'abdomen. Quand vous maintenez cet engagement continu de votre attention avec ces sensations, laissez votre vigilance vous donner des rapports périodiques sur le fait que vous soyez engagé encore sur l'objet ou pas, ou bien s'il y a l'excitation ou le laxisme, la torpeur ou l'agitation qui sont là, ou sur la point de survenir. Et à nouveau avec l'intention, vous allez changer votre cible avec l'attention. Accordez-vous au souffle, là ça va être la sensation du souffle au niveau des narines. Laissez votre attention être le gardien de la porte des narines. Il va noter ces sensations au fur et à mesure que le souffle vient et va. Et l'attention est là, elle est stationnaire. Donc de ce point-là, au niveau des narines, on demeure engagé de manière continue avec le souffle, le cycle entier de l'inspire et de l'expire, du début vers la moitié, vers la fin, et au travers des pauses entre l'expire et l'inspire. Utilisez le pouvoir de l'intention pour essayer de développer votre attention continuellement sur le souffle et surtout développer votre attention de demeurer continuellement engagé à les sensations du souffle tout au long de l'expire jusqu'à la pause à la fin de cet expire. Et de manière non verbale et de manière instantanée,
Souvenez-vous de votre intention à la pause avant chacun des expires. Souvenez-vous et rafraîchissez votre intention dans la pause avant chacun des inspires. Avant chacun des expires, pardon. Et dans la pause après l'expire, vous ajoutez un coup d'œil de vigilance. Simplement avec cette sagesse introspective qui sait ce que vous avez fait jusqu'à la pause et qui sait s'il y a de la torpeur ou de l'agitation qui sont sur le point d'interrompre votre engagement correct. Ou bien si vous étiez qui vous permet de voir si ça va être un peu trop relâché. Avec ce coup d'œil, simplement observez s'il y a l'excitation ou le laxisme qui sont sur le point de survenir. Et de manière importante, ce coup d'œil ne va pas interrompre cet engagement continu avec l'objet et les sensations du souffle. Utilisez le pouvoir de l'intention et de la vigilance au début et à la fin de chaque expire, tant que c'est utile, pour développer le flux de votre méditation. Et jusqu'à ce que vous soyez confortablement installé dans ce flux. Et que, dès que vous n'en avez plus besoin, vous pouvez les mettre de côté.
Si votre esprit est parti vagabonder et vous avez besoin de rétablir votre méditation, d'abord, vous devez vous décrisper par rapport à l'objet de distraction. Ensuite, vous réjouir. Ah, je suis lucide à nouveau. Et ressentez ce moment de plaisir à cela. Troisième point, revenez à votre objet choisi, les sensations du souffle au niveau des narines. Et quatrième, essayez de vous détendre de plus en plus profondément tout au fil de l'expire. Donc on ne doit pas, il n'y a pas d'urgence pour aller au lit, et donc il y a quelques questions. Yes, maybe. Elio, can you? Merci. So, I don't understand what is the mental consciousness or mental awareness on the breath. And don't understand what? what is the mental consciousness focused on the breath, and the difference
between this one and the tactile consciousness on the breath. Yeah. Ah oui, pardon. Oui. Donc, je ne comprends pas ce qu'est la conscience mentale de la respiration et la différence avec la conscience sensorielle de la respiration. Et donc, dans les pratiques de cet après-midi, au cours des pratiques de cet après-midi, l'approche du Dzogchen de la conscience, c'est qu'il y a 80% de votre conscience qui est la conscience elle-même qui est paisible et spacieuse. Et donc c'est la conscience de la conscience. Il n'y a pas d'objet autre que la conscience. Mais parce que c'est simplement 80% de votre conscience. Il reste 20% disponible pour les sensations du souffle. Pas les sensations du souffle. Pour connaître ce qu'est le souffle directement. Donc, il y a 6 consciences principales dans la présentation bouddhiste de l'esprit. 5 sont des consciences sensorielles et la 6e est la conscience mentale. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec notre méditation sur le souffle, c'est d'employer plutôt la conscience mentale sur en fait donc on essayait plutôt de garder d'abord la conscience visuelle, la conscience sensorielle, la conscience tactile sur les sensations et pour éviter d'employer d'abord la conscience mentale qui elle conceptualise la plupart du temps mais pas toujours. Et donc, les méditations qu'on essayait de faire cet après-midi, ce soir, le point de la pratique, c'est que ce que nous avons fait dans l'après-midi, c'était de nous préparer pour essayer d'avoir la conscience simultanée du paisible et du mouvement, de la sérénité et du mouvement, selon Djung Lingpa. Et donc on essaie de reconnaître d'abord la différence entre l'aspect paisible, la conscience paisible et les mouvements qui adviennent dans cette conscience. Et donc on essaie ensuite d'avoir simultanément la conscience paisible et les mouvements qui adviennent dans cette conscience. Donc la connaissance du souffle sans s'engager dans le souffle avec une conscience sensorielle, donc sans s'engager avec cette conscience sensorielle, c'est d'avoir une conscience mentale qui connaît directement. Et donc je ne sais pas s'il y a des mots qui peuvent le décrire correctement. Les gens sont souvent sceptiques pour savoir si on est capable de connaître le souffle. Donc de connaître simplement ce qu'est le souffle, s'il est bref ou lent, etc., de le connaître directement de la même façon qu'un potier est capable d'avoir si le tour de sa roue de potier est long ou bref. Et donc, c'est savoir s'il y a un média ou s'il n'y a pas de média. Et donc, ce n'est pas inférentiel. Ici, ce n'est pas conceptuel. On n'infère pas pour savoir si c'est un souffle bref ou long. Ce n'est pas inférentiel ou conceptuel. Mais Alan utilise une comparaison entre connaître le souffle au cours d'un rêve lucide. Par exemple, c'est la façon la plus précise qui puisse être employée. Parce que dans un rêve lucide, comme on l'a dit plus tôt, vous pouvez connaître le rythme du souffle et vous pouvez le communiquer à quelqu'un qui qui mesure votre souffle sur un ordinateur, etc. Et donc vous pouvez indiquer la teneur du souffle dans votre conscience de rêve, mais parce que vous rêvez, vous dormez, vous n'avez pas les consciences sensorielles qui sont actives.
Et donc, ça veut dire que vous pouvez connaître le rythme de votre respiration sans les consciences sensorielles, sans les sensations sensorielles. Et donc, c'est ce que j'ai mentionné par rapport à cette expérience. Et donc, c'est que j'ai pu expérimenter dans mes pratiques. Dès le moment où vous essayez de connaître le souffle directement, et donc, vous n'êtes plus dans la conscience sensorielle tactile, mais vous êtes dans la conscience mentale. Votre souffle devient léger. Et superficiel. Et bref. Donc, si c'était important, ça reviendra. Et donc, on peut parler d'une autre question. Is it possible to repeat slowly when we have the full cycle, what we do with intention, then exhalation, then introspection, and if we can repeat the process on the whole cycle, on the breath? Was that question before this last meditation? Quand est-ce qu'elle est venue cette question? Alors là, je vais la lire. Est-il possible de répéter doucement quand sur l'inspiration, l'expiration, on met l'intention, l'attention et la vigilance? Ça, c'était avant ou la question c'était avant ou après? Oui. Even if it's after, if we can repeat. Donc, la clé pour la stabilité, c'est l'expire. Et à la pause, après, avant chaque expire, on réaffirme notre intention, juste avant l'expire. Et l'intention, c'est de rester continuellement engagé dans la sensation du souffle tout au long de l'expire, jusqu'à la pause, à la fin de l'expire. Et donc, bien sûr, on ne dit pas ces mots, c'est juste un souvenir instantané de cette intention. Et donc cette intention, de se souvenir de la puissance de l'intention, c'est ce qui va déterminer le contenu des moments subséquents de l'attention, des moments ultérieurs. Et donc grâce au pouvoir de l'intention, vous allez demeurer continuellement engagé avec les sensations tactiles au cours de l'expire jusqu'à la pause qui vient après l'expire. Et donc, grâce et donc, en cours de l'inspire, on ne perd pas l'attention non plus. Et donc, ça veut dire qu'on reste attentif aussi jusqu'à ce qu'on obtienne la pause à la fin de l'inspire. Et là, on réaffirme l'intention. Et à nouveau, on va être engagé de manière continue sur l'expire. Et donc, c'est très puissant. Et donc, avec ces instructions de ce soir, on a ajouté à la pause après l'expire un coup d'œil de vigilance. Et donc, vous avez au début de l'expire, vous avez la pause, vous avez l'intention. L'intention de rester engagé sur l'expire. Vous restez engagé sur l'expire jusqu'à la pause à la fin de l'expire. À la pause à la fin de l'expire, vous avez un moment de vigilance qui observe comment ça s'est passé. Et dans l'inspire, vous êtes à nouveau dans l'attention. Et si vous réussissez à vous souvenir de l'intention à la pause, avant l'expire, et si vous développez la vigilance à la fin de cet expire, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir une réussite dans votre engagement. Ça va? L'intention, c'est quelque chose de ponctuel. Moi, je n'arrive pas à comprendre si c'est quelque chose qui... What is exactly the intention? Is it something... is it very brief, or is it something that... Yes. Donc, vous allez annoncer à tous ces états d'esprit inconscient qui sont dans votre esprit, vous allez leur annoncer à tous ces états d'esprit inconscient, mon intention, c'est de demeurer continuellement engagé avec la sensation tactile sur le souffle tout au long de l'expire.
Vous avez simplement besoin de faire ça en un seul instant. Et donc, vous ne le faites pas nécessairement avant chaque inspire et expire, mais vous utilisez l'intention, une motivation, vous utilisez votre intention au moins au début de la méditation. Parce que c'est cultiver une série d'intentions, la méditation. Et donc au début de chaque expire, c'est en fait non verbal, et ce n'est pas formulé verbalement, etc. Vous vous souvenez simplement de cette intention qui était de demeurer engagée sur le souffle. Et vous ne le prononcez pas. Something like about clarity. We say that the first step of stillness is clarity. Relaxation, I can understand, but clarity, what is that? Clarity is the intensity or the luminous. Donc la clarté, c'est simplement pour savoir ce qu'est la clarté. La clarté, c'est la luminosité. Donc vous y pensez comme étant l'opposé du laxisme. La clarté, c'est un mot qui est souvent utilisé plus tard. C'est vivide ou vivace ou vif ou parfois limpide. On traduit sous forme de limpide. Et donc en tibétain, c'est... Non, salwa. Ah, oh, oui, l'intensité. L'intensité. L'intensité de votre esprit, ça veut dire que votre encachement, la clarté, ça renvoie à la clarté. C'est pas, principalement, ce n'est pas la clarté d'une image, c'est la clarté de votre esprit qui appréhende ceci ou cela. Et par la suite, on va essayer de faire en sorte, au niveau des étapes initiales, c'est d'équilibrer notre esprit, d'être de plus en plus détendu ou relaxé, et on maintient la clarté avec laquelle on commence la méditation. Parce que dès le départ de la méditation, au début des stades, dans les stades initiaux de la pratique, il faut essayer de développer la plus grande clarté d'esprit. C'est que la plupart du temps, sinon la clarté diminue. Et donc, au fur et à mesure que la méditation se poursuit, et donc l'esprit n'est plus clair. Et donc votre but, c'est de développer cette attention qui est extrêmement détendue, mais qui est extrêmement brillante, extrêmement claire. Souvent, la clarté est décrite comme la luminosité ou quelque chose de limpide. Et au début, ça pourrait être un peu déroutant, parce que ce n'est pas que vous visualisez quelque chose de lumineux, de brillant. C'est aussi utilisé comme ça. Et donc c'est un engagement lumineux ou brillant ou énergétique, intense. Et donc au début, vous essayez de développer la clarté avec laquelle vous méditez. Et par la suite, ce qui va arriver, c'est qu'au niveau 3 et surtout au niveau 4 des shamatha, c'est que il y a une relation synergétique. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans votre méditation sur le souffle, il faut choisir la sensation au niveau des narines plutôt qu'au niveau de l'abdomen. Les sensations du souffle au niveau de l'abdomen sont des sensations grossières et elles sont faciles à trouver parce que c'est un mouvement plutôt prononcé de l'abdomen et elles sont aussi faciles. Il est facile de maintenir notre attention là-dessus parce que c'est justement un mouvement plutôt prononcé. Alors que quand l'intention se déplace vers la cible que sont les sensations au niveau des narines, c'est beaucoup plus subtil. C'est une sensation tactile beaucoup plus subtile. Donc ce qui est intéressant,
c'est que vous avez choisi quelque chose de plus subtil, une sensation tactile, et donc vous pouvez le décrire comme étant une une spirale montante. Merci. Une spirale qui monte. Et donc, parce que vous avez choisi un objet plus subtil, et donc il y a moins de souffle, et donc c'est plus subtil, les sensations sont plus subtiles, il y a moins de sensations, et donc c'est plus difficile de les trouver déjà et de maintenir un engagement continu. Et pour maintenir cet engagement continu, et sur un objet plus subtil au niveau des narines, vous avez besoin d'une attention beaucoup plus aiguë, et qui est plus précise, plus puissante, et qui a plus de capacité. Et donc cette spirale, donc l'objet plus subtil, implique une attention plus aiguë, qui révèle des sensations plus subtiles, qui ont la capacité de générer une attention plus aiguë, parce que, et donc il y a quelque chose qui advient ici qui est intéressant, c'est quand vous demeurez dans le flux de l'attention continue, votre clarté va se développer. C'est une association de stabilité, de clarté. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que vous commencez à expérimenter la luminosité naturelle de l'esprit. Quand on obtient les niveaux 9 de shamatha, on expérimente le fait de demeurer tout simplement dans la non-conception, la luminosité ou la clarté et la félicité de la nature de l'esprit. Et donc ça, c'est la nature relative de l'esprit, de la conscience primordiale. Donc ces trois qualités, non-conception, clarté et félicité. Et donc, vous demeurez simplement tranquille dans la non-conception, la clarté, la félicité de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on les expérimente? C'est parce que ici, là, en ce moment, on ne les expérimente pas parce que nous avons les voiles, les entraves, les obstacles, tels que la torpeur et l'agitation, ou l'excitation et le laxisme. Et donc, on commence à avoir un aperçu de la nature de l'esprit quand on commence à raffiner notre attention qui est de plus en plus claire. C'est comme le ciel. Par exemple, le soleil, avant qu'il ne se lève dans le ciel, il y a l'aube qui commence à s'éclaircir de plus en plus. La luminosité naturelle de l'esprit, à un moment donné, vous aurez la capacité, au fur et à mesure que votre méditation va progresser, vous allez finir la session avec plus de clarté que la clarté que vous aviez eue au début. En fait, votre clarté va se développer au fur et à mesure de la session. Et grâce à la stabilité, au fil de la session, vous aurez de plus en plus de clarté. Et dans les étapes finales de shamatha, il y a quelque chose d'autre qui arrive et qui seront décrites comme étant la limpidité. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va laisser pour une autre discussion, mais le pouvoir de la limpidité, c'est même encore plus que la clarté. Is attaining shamatha equivalent with the first dhyana? Donc, est-ce que le fait d'atteindre shamatha est équivalent avec le premier dhyana? Oui et non. Donc, l'obtention de shamatha, c'est un accès, un niveau d'accès au premier dhyana. Ce n'est pas le véritable niveau de dhyana ou de concentration. Et donc, c'est un état qui vient après avoir obtenu shamatha.
Et donc il y a un monde entre les deux. On verra ça plus en détail quand on parlera des consciences substrats. Et il y a des questions qui seront expliquées, des réponses qui seront données quand on verra ce qu'est l'obtention du shamatha, où il y a la conscience substrat, ou l'alaya, qui est une forme de conscience unique. Et donc cette conscience substrat, c'est ce à quoi on a accès quand on a shamatha, mais ce n'est pas le premier dhyana. C'est un niveau d'accès, un seuil. Vous avez un pied là, mais vous n'avez pas encore obtenu le premier dhyana. Mais c'est très proche. Et dans la tradition mahayaniste, donc, dans l'approche du Theravada, de la méditation, vous avez les dhyānas qui vous mènent vers la forme et le sans forme. Après shamatha, c'est quelque chose qui doit être cultivé, mais dans le Mahayana, dans la tradition du Mahayana, on ne doit pas nécessairement les cultiver parce que ne valent pas la peine. Et donc, comment elles sont reliées à l'éveil du Bouddha? Pourquoi les Mahayanistes disent que ça ne vaut pas la peine? Parce qu'à ce moment-là, vous avez une capacité très unique, très spéciale, quand vous avez obtenu shamatha, que vous ne voulez pas perdre. Et donc, vous allez progresser au cours des dhyānas. C'est une compétence qui va... vous aurez besoin de l'examen, de l'analyse grossière et subtile. Une fois que vous avez développé shamatha, vous allez apporter votre esprit cognitif et conceptuel pour les pratiques de vipassana. Et c'est ce que on fera plus tard dans la retraite. D'abord, on doit obtenir shamatha au niveau 3, 4, et puis ensuite, on va progresser depuis shamatha. Et dans le Mahayana, on ne va pas entrer dans les dhyānas, mais on va garder simplement shamatha. Et vous avez la capacité ensuite de véritablement pratiquer vipassana. Et très rapidement, vous aurez la perception directe de la vacuité. Et donc, c'est une voie plus directe vers l'éveil dans le Mahayana. When we settle in the natural state of mind, is it shamatha? Quand on reste dans l'esprit naturel, est-ce que c'est shamatha? Oui et non. Donc on a dit qu'il fallait établir le corps, la parole et l'esprit dans leur état naturel comme des pratiques préliminaires. Et donc c'est aussi le fruit de la pratique, comme on l'avait dit au début. Et donc quand l'état naturel de l'esprit, vous établissez dans l'état où vous reposez dans la nature de l'esprit, vous êtes établi dans la nature de l'esprit relatif ou conventionnel. Vous êtes dans un état naturel de l'esprit. Et donc ça pourrait être shamatha si vous l'employez. Et après, en tant que préliminaire, vous avez aussi demeuré dans l'état naturel du corps, de la parole. Ce sont des facsimilés pour commencer la méditation. Et après, on espère qu'on utilise ces préliminaires et qu'ensuite, au cours de la méditation, on puisse utiliser le fait de s'établir dans la nature de l'esprit, dans la nature essentielle de l'esprit, qui sont le substrat et la conscience de l'substrat, mais qui ne sont pas la nature ultime de l'esprit. Après, quand on va parler de demeurer dans l'esprit naturel, on va parler de Rigpa ou de la conscience primordiale, plutôt que de shamatha. Et donc en fait, ce sera l'état naturel ultime de l'esprit qui est Rigpa. Et donc,
Et on parlera plus de cela plus tard. Ça, c'était la même question par rapport au souffle, hein, au cycle. Pardon. La méditation, quand on se concentre sur la sensation tactile du souffle, etc. Ok. L'expiration constante sur la... Oui, ça doit être ça. C'est pareil. That's the similar question than before. So when you propose any method of meditation that we can use in during the day, we have up to now one guided meditation with you. Then most of the time, all after, we try to meditate alone. We have individual gatika. So, but the person who asked the question feels a bit lost. Because it doesn't seem enough to have one guided meditation. Maybe we should have more advice during our individual meditation. Right. So, in these evening sessions, donc dans ces sessions du soir, donc j'essaie de répéter les méditations que nous avons faites au cours de la journée. Donc on fait des progrès tout au long de la voie exposée par du Jomlingpa. Et le soir, par exemple, comme ce soir, on est revenu sur la méditation sur le souffle au niveau des narines. Donc j'espère que ça vous permet, c'est utile de l'entendre à nouveau. Et donc la meilleure chose qu'on puisse faire avec le temps limité que nous avons maintenant, c'est une retraite très brève, c'est de faire les choses une, deux fois, etc., d'utiliser cela comme fondation. Et j'espère que ces pratiques que vous faites grâce à Gwen aussi, vous aurez les vidéos et les audios. Et donc, bien sûr, une retraite aussi brève que celle-ci sur la méditation ne donne pas l'espace nécessaire pour avoir toutes les instructions d'emblée. Si on avait une retraite d'un mois, comme j'ai fait précédemment, j'ai introduit des nouvelles pratiques et on a toute la journée pour se familiariser avec une pratique qu'on utilise sur la base de la méditation guidée. Donc c'est plus facile de intégrer cela, ces nouvelles informations, ces nouvelles pratiques dans vos pratiques individuelles. Mais là, nous n'avons pas autant de temps au cours de cette retraite, donc c'est pourquoi nous n'avons pas l'opportunité de le faire. Mais le soir, je reviendrai à chaque fois sur les méditations guidées que nous avons faites la journée, donc j'espère que ce sera utile. I think so. Sorry, but can I say, because it would be better if you write the question. Si tu pouvais écrire, it's about that. Okay. si tu pouvais écrire la question pour demain. Alone 6 hours, and for me, I don't know what I can do. I don't understand what you explain. So what is the solution for me? Donc en fait, c'est que j'étais seul pendant 6 heures au cours de la journée, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Donc fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Et sois aussi satisfaite avec cela. Et donc simplement, on essaie d'observer notre esprit, notre souffle, notre respiration, et naturellement, ça va être une expérience différente au début de la méditation. Et donc, quand on progresse, ensuite, ce sera différent. Mais au début, on essaie de se souvenir des instructions autant qu'on le peut. Et tu essaies de faire du mieux que tu peux. Et il faut aussi se satisfaire de cela pour le moment. Et que ça puisse aussi t'inspirer à pratiquer plus. Et d'avoir des copies, des vidéos, des audios, etc.
Et quand tu as le temps d'aller plus en profondeur de la pratique, parce que chacun dans cette pièce est dans la même situation que toi. Au début de notre carrière du Dharma, on s'asseyait dans une classe du Dharma et on entendait plein de choses et on ne comprenait pas grand-chose de ce qu'on entendait. Mais ça nous a inspiré suffisamment pour revenir, pour apprendre plus et pour laisser notre curiosité nous laisser continuer sur la voie. Donc je pense que on a tous on a de la sympathie pour ce que tu dis, parce que nous sommes passés la plupart du temps par cela et on a été là aussi, on est passé par là et on s'est encouragé et on encourage tout le monde et on t'encourage à continuer à faire de ton mieux. Fais de ton mieux et sois satisfaite de ce que tu fais. Parce que sinon, je ne pense pas que nous ayons le temps. Nous avons beaucoup de matériel à parcourir encore. On pourrait faire simplement 8 jours sur le souffle, sur la respiration. Et donc c'est en fait le point de cette voie ici, ce sont des préliminaires, le souffle, etc. Et ensuite, on essaye de passer à la voie indiquée par Dudjom Lingpa pour Shamatha. Donc simplement essaye de t'accrocher et fais du mieux que tu peux. Et trouve du contentement dans cela. Sois curieuse. Et c'est très utile de faire des notes de tes questions, même pour toi-même. Et même si elles ne trouvent pas réponse nécessairement au cours de cette retraite, cela te permet de continuer à investiguer et analyser, et ça te guide vers de plus en plus d'enseignements pour trouver les réponses à ces questions. Et c'est une grande masse de mérite que nous avons engendrée aujourd'hui avec votre motivation extrêmement puissante et vos pratiques dédiées. Puisse cette vertu mûrir de manière temporaire et ultime dans le sens pour que cela devienne le but le plus noble pour tous les êtres. Puissent tous les êtres trouver la voie, trouvent des enseignants authentiques qui les mènent sur cette voie. Et puissent tous les êtres obtenir la libération à la fin de la voie. Que la souffrance soit totalement éliminée de ce monde pour toujours. Grâce à la bonté de toutes ces vertus illuminées et accumulées aujourd'hui.